Oh, le respect, ce concept de respect, est-ce sociologique, anthropologique ou encore complètement dans une diversité oubliée? Le respect d'autrui, le respect de soi, le respect des droits et de la dignité de chacun et de chacune, le respect de la différence, la vraie différence, le respect de la vérité, y a-t-il une vérité ou des vérités, le respect de la loi, le respect de ta foi, tous ces aspects régissent la morale, le droit, la politique, la gouvernance et même le sentiment du sacré. Alors, bon dimanche, bienvenue sur les chemins de travers de Fredo. En ce dimanche, on va être quoi, là, le 11 juin? C'est tout ça? Ben oui, dimanche, le 11 juin. Alors, à quelques jours, pour les gens de la famille qui me suivent, à quelques jours de l'anniversaire de Denis Joly, mon oncle préféré. Il aurait 83 ans, si mon calcul est bon. On peut peut-être faire un live le 13 juin, la veille de son anniversaire, et aussi le quatrième tour de soleil dont ma mère qui tenta de m'enseigner le respect, ou était-ce l'acceptation des autres? Oui, ma maman qui nous a quittés il y a 4 ans déjà. Donc aujourd'hui, sur les chemins de travers de Fredo, en mémoire de Serge Bouchard, on va vous présenter cette émission qui avait été diffusée la première fois un 26 juin 2011, donc c'est presque 12 ans jour pour jour. Il recevra les invités. Il va s'entretenir avec Georges Leroux dans la première heure sur les respects et sa fragilité. Puis également, je pense que... Est-ce que non? C'est une référence de Catherine Audard. Donc, j'avais ça sur mon DVD, le respect et notre vivre ensemble. Et sérieusement, pourquoi je diffuse ça le 11 juin, en plein mois de juin? Ben maintenant, moi j'ai souvenir, quand j'ai fait mon coming out bisexuel, je me suis fait attaquer de toutes parts. Des straight, hétérosexuels, et des gays, homosexuels, hommes surtout. Les seuls qui m'ont accepté étaient mes amies lesbiennes. Et oui, imaginez-vous. Et puis, à l'époque, quand je vous dis à l'époque, je vous parle d'il y a 20-30 ans, dans les années 90, le fameux Gay Pride, c'était au début de juin seulement, en tout cas pour Montréal et le Canada. Parce qu'après ça, au mois d'août, il y avait un autre moment de la fierté. Il y avait une différence entre le Gay Pride et la fierté. Puis là, maintenant, je sais plus ce qu'ils en sont, parce que je vous avoue franchement que j'en ai plus rien à foutre de leur mouvement. En tant que queer moi-même, en tant que bisexuel, cosmosexuel moi-même, en tant que divergent, sexo-divergent moi-même. Je ne m'identifie pas en aucun genre, je ne suis que moi-même. Et puis le respect des autres, ben, pour moi, la valeur primordiale, c'est l'acceptation. Acceptons-nous tels que nous sommes et acceptons les autres tels qu'ils se présentent à nous. Ça, c'est Adrienne qui m'a enseigné ça. Et puis le respect, ben ça ne se mérite pas, ça se gagne. Et ça se gagne pas en criant après les autres, puis en imposant aux autres cette fausse diversité qui est basée sur une identité, et ici une identité de genre. Donc, j'avais le goût de faire cette intro assez courte, en ce dimanche 11 juin, dans ce mois de la diversité, ou de la fierté. Fierté de quoi exactement? Fierté d'imposer ça soi-même aux autres. Donc, il est où le respect, là? On veut se faire respecter, mais on ne respecte pas les autres. On veut inclure, mais on exclut les autres. Donc, cette fameuse diversité, inclusion et équité est complètement une inversion de ce que tentent de faire ces mouvements sociaux. Donc, ça, c'était mon 5 cents. Je me souviens plus de cette émission-là. Je sais que j'ai sûrement écouté dans le train à l'île Perrault, à l'époque, en 2011, ou peut-être plus tard. Mais je l'avais sur le DVD. Alors, on va vous la passer. Je vais la redécouvrir avec vous, probablement, si je suis arrivé à la maison. Là, oui, c'est l'heure d'été. Le soleil se couche presque à 21h15 ces temps-ci. Donc, on met ça à 21h. J'espère que ça vous plaît. Je salue Pauline, c'est le punk ce bout-là, et Philippe. Ce sont les gens qui chattent le plus, qui sont verbomoteurs dans le chat quand je suis là. Mais ce dimanche, 11 juin, peut-être que je ne serai pas là, peut-être que je serai encore en promenade ou en fin de promenade. Parce que oui, à tous les dimanches, je fais des promenades dans les quartiers de Montréal, oublié ou non, pour ma santé mentale. Mon téléphone est fermé et des fois, ben, j'arrive ici
et puis j'écoute le live avec vous, cette première heure. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec Serge Bouchard sur les chemins de travers de Fredo, en mémoire de toi Serge, on t'aime. Et puis vous me direz dans les commentaires si le respect doit venir avant ou après la réciprocité. Salut et à dimanche prochain. Peu de différence entre un homme et un autre, mais c'est cette différence qui est tout. Bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers. Et ce sont les premiers chemins de travers de l'été, des chemins de travers estivaux. Et j'espère que vous ne nous avez pas trop attendu à 20h et que vous avez bien suivi les directives des publicités et informations. On est dans un monde d'information, vous savez tout, multiplateformes, multimédia, ça vient de partout, ça rentre par tous les points d'origine. Les chemins de travers ce soir, c'était à 21h. Ça vous saviez, là, vous passez, c'est à 21h30 et c'est jusqu'à minuit. Ce soir, nous allons parler du respect, alors de la philosophie, c'est intéressant, de la philosophie pour nous tous. Et la philosophie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, d'anecdotique. Et en passant, si on faisait un petit peu de philosophie, c'est notre vie, c'est nous, c'est notre... Et alors respectons-nous, c'est le respect ce soir. Nous parlons du respect. Et nous avons un invité, moi que je respecte beaucoup, et un invité formidable, Georges Leroux est avec nous. Et Georges Leroux, vous le connaissez, et ceux qui ne le connaissent pas, vous allez mais il est connu, il était avec nous depuis très très longtemps. Il y a eu des émissions à Radio-Canada, à l'ancienne chaîne, comment on appelait ça, la chaîne culturelle, dans le temps qui c'était de la culture. Et Georges Leroux, il est ce philosophe, grand professeur, un helléniste. Et un helléniste, ça se place bien dans une conversation, mais un grand professeur surtout qui se spécialise, j'aime pas le mot parce que c'est pas, Georges Leroux se spécialise pas, mais il est passionné d'enseignement, de pédagogie, de culture, de croissance, de mille et une choses. C'est un homme fascinant, vous allez le voir. Alors, il est avec nous, je peux pas faire plus de promotion, mais il va être là en deuxième heure. Mais là, on n'est pas dans la première heure, là. On est dans la première demi-heure. Rachel Vernon est à la réalisation, Christian Ferland est à la technique, Lise Ménard à la recherche, et on est là en régie. On va vous souhaiter une très, très belle soirée sur le respect. Partageons, espérons.
soleil, j'aime c'est la pluie. Devant la misère, faut que moi relais. Devant danger, qu'un pape sauter, non, 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 non. On vient de loin, je vous le dis. On ne sait pas vraiment où aller, mais vous ferez bien comme vous voulez. Faut lever mes amis, levons-nous mes amis, faut camper mes amis, debout mes amis, marcher mes amis, et marchons mes amis, parler mes amis, parlons, faut songer mes amis, partager mes amis, partageons mes amis, espérons, on arrive mes amis. Je sens bien pour lui. Marchez par les Actimonio. Et on commençait par Luc Merville, mes amis. Oui, il faut dire, je vais le dire dès le début de l'émission ce soir, dans l'adresse électronique, étant donné qu'on fait de la philosophie, on a tendance à en faire de plus en plus. Vous aimeriez certainement participer à la discussion. Les chemins de travers, en un seul mot, à radio-canada.ca. Et je vous rappelle, parce qu'on nous l'a dit, que vous l'appréciez, je vous le dis d'entrée de jeu aussi, vous pouvez réécouter les émissions des chemins de travers sur en balado, difficile ça, je cherchais le mot, balado, se balader en balado. Il paraît que ça s'écoute bien. On m'a rapporté ça, on m'a dit ça. Alors, nous parlons ce soir du respect. J'ai parlé de notre invité, Georges Leroux. Il fait partie de la génération, comme moi presque, Georges Leroux, ce qu'on appelle les intellectuels. Et on vient d'une société où les intellectuels, c'était pas les premiers sur l'autel de l'admiration. On s'en est beaucoup moqué des intellectuels, on se moque des intellectuels. Aujourd'hui, on aime beaucoup les artistes. On a un culte pour les célébrités, les artistes, les étoiles, mais les écrivains, à la limite. Les acteurs de cinéma, mais les intellectuels ont un problème avec les intellectuels. Et c'est dans notre société, malheureusement, péjoratif. T'es un intellectuel. Tu n'as pas de trémolo dans la voix quand tu dis que t'es un intellectuel. C'est quasiment une insulte. J'en ai fait métier toute ma vie d'être intellectuel. J'en suis très, très fier. Je suis bien content. Mais c'est une question de respect. Respecter ces gens qui sont, pour toute société, bien importants. Mais, je sais pas, là, on aura comme disait la chanson de René Lévesque, dans la chaîne de la vie, on a passé un mauvais moment. J'aimerais bien revenir au monde tout petit, dans un monde où les intellectuels seraient des héros, des gens admirés, et qu'on respecterait quand ils parlent, quand ils écrivent, quand ils disent, et qu'ils font de la philosophie. Emmanuel Kant a réfléchi à la notion de respect. On va en parler ce soir avec Georges Leroux. Le nom de Kant est sans doute très respecté d'entre les noms des grands penseurs de ce monde. Je parlais de respect des intellectuels et des philosophes. On se réfère volontiers à lui lorsque vient le temps de réfléchir à notre tour sur la notion de respect. Ça revient tout de suite, on pense à Kant. On en vient même à croire qu'il serait irrespectueux de ne pas citer Kant. Alors, respect, irrespect. Parler du respect, pas parler de Kant, c'est irrespectueux pour la mémoire de Kant. Cet irrespect relèverait de l'impolitesse, la faute professionnelle, et ce qu'on appelle une faute professionnelle de culture. Manque de culture. Pourtant, nous pourrions respectueusement faire remarquer que la réflexion du grand philosophe pourrait être revue et corrigée, en tout respect. Mais pour soutenir pareil argument, il faudrait l'exposer avec respect. Ne parle-t-on pas ici du respect le plus admirable, celui qui respecte les règles de l'art?
Respecter les règles, seules les règles de l'art nous permettent de véritablement interroger le travail des grands penseurs, du grand artiste, du grand ou de n'importe qui, quel qu'il soit. Car s'il advenait que nul ne saurait discuter quoi que ce soit, à quelque propos que ce soit, nous serions en train de non plus respecter le très beau nom de Kant, nous serions tombés dans une forme de faux respect, l'obséquiosité. On le voit d'emblée, j'ai commencé sur des chapeaux de roue, là, mais le respect n'est pas une idée qui se laisse facilement cerner. On va le voir ce soir. La notion a des teintes, des visages, des faces, des angles, il y a 1000 chemins. Autant de détours pour seulement s'approcher du cœur de son sens. Car le respect a un sens. Il n'a pas de définition claire. Sa réalité est une sorte d'irréalité. Et nous avons plus affaire à une représentation qu'à un concept comme tel. Je vais vous raconter une histoire qui va vous toucher, qui nous touche tous, autant hommes que femmes, et ça va nous aider pour toute la soirée. C'est l'histoire du petit monsieur qui s'impose. Alors, ça m'est arrivé encore cette semaine. Cette histoire est connue de tous. Elle nous menace tous. Mais savons-nous ce qui se cache vraiment derrière? Encore une fois, l'autre matin, il s'est trouvé quelqu'un pour me servir l'imparable. Vous êtes le prochain, mon petit monsieur. On m'a dit ça à moi. Moi, j'ai haï ça pour mourir, me faire dire « mon petit monsieur ». Cette situation arrive souvent dans les services de santé au moment où nous sommes un peu vulnérables. Or, c'était bien mon cas. J'attendais dans le hall perfide d'un CLSC pour une simple prise de sang. Et la préposée, lorsqu'elle s'est fait réprimander devant une dizaine de personnes parce que j'ai levé comme un singe quand elle dit « vous êtes le prochain, mon petit monsieur », je déteste qu'on me petit monsieurise. Et je ne suis pas le seul, je pense. Alors, de ma grosse voix, je parlais pour me faire entendre du CLSC jusqu'au ministère, j'imagine. Je lui ai dit « Madame, cela n'existe pas un petit monsieur, ni non plus d'ailleurs une petite madame. » Comme vous l'utilisez beaucoup dans les services de santé, petite madame, petite madame. Puis on le crie très fort parce que toutes les petites madames sont sourdes. Alors, il faut le crier très fort. Lorsqu'on travaille dans le public, on devrait premièrement apprendre à interpeller les gens avec respect. Alors, c'est une grosse faute. Je suis un monsieur, c'est ça que je lui ai dit, hein, là je suis en train de parler. J'ai dit, je suis un monsieur, et ce qui plus est, un monsieur d'un certain âge. Et cela demande prudence. Faites attention. Soyez prudente, madame, soyez prudente, il se pourrait que vous vous retrouviez un jour devant une grande personne, peut-être un grand monsieur. Alors, je n'avais pas fini ma réprimande, que déjà j'avais un doute dans mon esprit, parce que j'étais un gars qui est jamais trop sûr de lui quand il fait de la morale. J'étais un mauvais prêtre, j'imagine. J'ai eu beaucoup de péchés dans ma vie. La dame devant moi, celle-là même qui m'avait interpellé en utilisant l'expression « petit monsieur », ne semblait pas vraiment comprendre l'outrage dont je faisais état devant tout le monde. Elle était plutôt interloquée. La réponse est fort simple. Elle n'a jamais pensé de sa vie que dire « petite madame » à quelqu'un comportait la moindre dimension d'un quelconque manque de respect. Elle le faisait, bien au contraire, dans un esprit l'interpellation dans sa tête avait un caractère affectueux. La relation se voulait bénéfique. Il y avait donc, entre moi et le système de santé, une sorte de malentendu. Effectivement, la notion de malentendu ne tient pas vraiment la route puisque la majorité des gens que je connais, faites le test vous-même, allez le vérifier, les gens n'aiment pas se faire traiter de petite madame et de petit monsieur, surtout quand ils vieillissent. À l'usage, il devrait être établi depuis fort longtemps que cette prétendue affection est en réalité une faute de goût. C'est une vraie faute de goût. Il est vrai que la volonté d'affection s'accompagne souvent d'un dépassement des bornes de la familiarité. On fait comme si on était copains, et on parle aux vieux comme si on les connaissait, puis des choses comme ça. On ne peut pas être amis avec tout le monde et nous n'avons pas tous élevé des cochons ensemble. Alors, il faudrait peut-être s'en rappeler là, dans nos relations respectueuses. L'histoire du petit monsieur, dans laquelle chacun peut se reconnaître, fait foi de l'épidémie de familiarité qui n'est pas de bons augures dans notre société actuelle. Elle relève la même débandade que le tutoiement. Inutile de rappeler que le tu n'est rien en soi. Là où il devient un phénomène prégnant, je pense que le mot est prégnant comme être enceinte, c'est-à-dire pleine de sens, hein? On va acheter du sens. C'est lorsqu'on étudie le contexte de l'usage et l'usage. Il se trouve qu'en français, le « vous » existe et le « tu » s'applique dans le contexte du « vous », veut pas.
pour qui c'est parlé, la langue française. Lorsque le tu supplante le vous au point de le faire disparaître, c'est que la distance entre les gens, certes, mais surtout, c'est l'étiquette qui bascule dans le néant. On étiquette d'ailleurs les objets pour les reconnaître et tous les objets n'ont pas la même patine. Autrement dit, les gens n'ont pas tous le même manteau de poussière. Fais attention quand tu parles à quelqu'un. Faites attention et reconnaissons, nous, les uns les autres. Quelle que soit la langue d'ailleurs, qui a un tu, qui a un vous ou pas, on retrouve les marques de la distance ou de familiarité. En anglais, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous, mais si vous appelez une femme inconnue « honey », c'est pas très poli. C'est assez irrespectueux. Et tu te fais appeler « captain », tu sais, moi, quand je rentre quelque part, on m'appelle capitaine ou captain dans quelque part en Ontario, je viens bleu. Je veux tuer. Par réaction à l'irrespect. Vladimir Yankelevitch, qui est un philosophe, c'est pas un joueur des Sharks de San José, Vladimir Yankelevitch dit le respect est universel dans toute société. Les objets, les classifications, tout peut changer, tout est relatif. Mais le respect, lui, l'anthropologie le montre bien, le respect, c'est humain, c'est universel. Toutes les sociétés ont une façon de créer le respect. C'est donc une condition de conscience, d'intelligence. C'est l'être humain qui respecte. Et parlant de familiarité de petite madame, je veux conclure là-dessus. Ma mère, qui est toujours vivante, qui a presque 98 ans maintenant, qui a toute sa tête, si vous lui dites petite madame et qu'elle a un pistolet dans les mains, elle va tirer sur le préposé. Elle n'endure pas ça. Et au nom de tous les vieux et les vieilles, je lance une campagne ce soir. Ne dites plus petit monsieur, petite madame à personne. Eh bien, nous sommes véritablement à l'horaire de l'été. Je suis pas habitué. C'était pas la première heure sur les chemins de travers, c'était la première demi-heure. Et déjà, on n'est pas parti. On a eu un premier coup de patin et déjà, la première demi-heure est terminée. Notre invité, Georges Leroux, va nous rejoindre en deuxième heure et en troisième heure. Alors, vous voyez, c'est énorme. C'est un champ énorme. C'est la dignité. Il y a respect, il y a irrespect. Il y a indignité, dignité, mépris. Et il y a quelque chose qui englobe tout, somme toute. C'est le respect de la vie humaine et le respect de la beauté du monde et de la beauté, je dirais même des choses. De la beauté de la vie et de la beauté des choses et de la beauté des humains. Alors, il y a là, quelque part, une volonté d'harmonie, une sorte d'esthétique qui est cachée derrière. Et quand il n'y a plus de respect, c'est le sentiment qu'on a. On a le sentiment que, quel que soit le contexte, là, mais qu'on vit dans un monde d'irrespect, on a l'impression que c'est tout l'esthétique du monde qui vient s'effondrer, que plus rien ne fonctionne. Et, comme dirait l'autre, que tout peut arriver. Et le pire, surtout. Respect, ça s'apprend pas. Je sais pas, on donne des cours. Il y en a eu à Radio-Canada. On a eu des séminaires sur le respect. Une société qui parle beaucoup de respect, une société qui parle tant de respect, et c'est la nôtre, on va en parler avec Georges Leroux, serait-ce qu'il y a un vide, qu'il y a un manque. Peut-être que si on a tant besoin de parler de respect, c'est qu'il n'y en a pas assez autour de nous. Nous sommes de retour sur les chemins de travers. Deuxième étape, Serge Bouchard au microphone. Nous sommes à Montréal et nous parlons ce soir de respect. Et là, c'est l'heure bénie, c'est l'heure où entre en scène notre Georges Leroux. Bonsoir. Oui, bonsoir Serge, bonsoir. Et je suis ravi de vous avoir au microphone ce soir. Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être contents aussi de vous réentendre. Vous êtes un habitué. Oui, je suis content de les retrouver aussi. Voilà. Et là, Aretha Franklin, Respect, et c'est votre choix musical. Oui, c'est l'idée qui m'est venue parce que toutes les sociétés ont dans leur sein un groupe, une minorité,
Et bon, évidemment, l'Amérique, c'est les Noirs. Et Aretha Franklin a chanté la révolte noire, elle a chanté les minorités des ghettos, elle a chanté les quartiers de Chicago. Et cette chanson-là a été reprise dans le film le Forrest Gump, parmi donc les 12 ou 15 chansons qui sont l'histoire de l'Amérique. Alors, c'est une histoire, en effet, qui doit faire absolument une étape de la lutte des Noirs pour le respect. Oui, bien sûr. Alors, c'est magnifique. C'est un très, très beau début d'entrevue avec Aretha Franklin. Respect, puis j'écoutais la musique. Avouons-le, ça nous réunit tous. Oui, absolument. C'est notre humanité. Là, on se réunit, on entend ça, puis ça fait partie de... Oui, absolument. Voilà. En première, j'allais dire en première heure, ce qu'il faut, en première demi-heure, nous avons commencé un peu à mettre la table trop rapidement sur la notion de respect qui est immense. Ça vous est arrivé d'être traité de petit monsieur? Pour dire la vérité, oui. Ah oui, ça nous arrive à tout le monde. Mais surtout, quand ma femme a accouché de notre premier enfant, il y avait beaucoup de petites madames pour la calmer, et ça la calmait pas du tout. Mais quand même, de façon très très concrète dans nos vies, le respect, c'est pas une notion abstraite qui se promène. C'est à la fois très très complexe, très très profond. Je le disais plus tôt. Mais c'est de la philosophie très très pratique. C'est nous, c'est notre vie. Oui. C'est la texture de nos vies. Oui, c'est mystérieux le respect. Vous avez bien fait de le signaler parce que c'est pas comme une vertu. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « t'es courageux », on évoque l'obstacle, on évoque bien sûr le fait que son tempérament, l'occasion a suscité un réflexe de courage. Mais le respect, c'est ce qui est attendu en toutes circonstances et non pas dans une situation particulière pour l'exercice d'une vertu particulière. Alors, c'est donc, ça exige sur le plan de la pensée un effort particulier. C'est-à-dire, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on respecte ? Est-ce qu'on respecte des personnes plus que d'autres? Est-ce qu'on respecte, par exemple, à la base, des codes, des lois, des règlements, une partition, un protocole? C'est ça, la liste est sans fin, d'ailleurs, avec les mots. Quand on joue avec les mots, la liste est sans fin. Oui, quand on aligne les phrases où le respect est impliqué, on s'aperçoit qu'on a tout le spectre du rapport humain à l'autre, à l'objet autant qu'à la personne. Alors, vous avez évoqué Kant tout à l'heure. C'est sûr que Kant est celui qui nous dit que le sens le plus profond de l'attitude humaine du respect, c'est le respect de la dignité humaine, c'est-à-dire le respect de l'universel dans l'autre. Donc c'est sûr, il a raison, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, mais ça ne doit pas nous empêcher de garder sur le plateau, si j'ose dire, les sens du mot respect qui nous font penser, parce qu'ils nous font penser. Je donne un exemple très simple. C'est un exemple qui m'est suggéré par la lecture d'un ouvrage d'un sociologue américain, Richard Sennett, que j'aime énormément. Sennett était, il faut peut-être le rappeler, d'abord quelqu'un qui a étudié le violoncelle. C'est musicien. Un musicien. Ils font souvent de la philosophie, les musiciens. Mais lui, c'est un peu malheureusement par la force des choses, parce qu'il a été victime d'une sorte de maladie d'une de ses mains. Ça a ralenti beaucoup son jeu. Et toute sa carrière de sociologue, dit-il, a été marquée par le fait que ses professeurs de musique ne cessaient pas de lui répéter « tu dois respecter la partition ». Dit autrement, ce qui est écrit, c'est ce que tu dois faire. Et il se disait, mais c'est curieux, c'est une analogie que je comprends. Ça veut dire que je dois respecter les règles du jeu où que je me trouve dans la société, mais en même temps, et ça aussi vous l'avez évoqué tout à l'heure, rien n'évoluerait si on respectait tout. Il y a au contraire des philosophes très importants. Il faut casser la règle. Il faut casser la règle et qui nous disent, tout commence pas dans le respect, mais dans la transgression. Alors, voilà. La transgression est une sorte d'irrespect. Absolument. Face à une convention. Face à une convention. Alors, les conventions, on est toujours dans la partition et dans la sociologie de Richard Sennett, les conventions sont ce qui gère, je dirais, 90% de nos vies. Il est d'habitude, il est d'usage que nous nous comportions de telle et telle manière. En revanche, nous savons très bien que
les conventions, si elles étaient totalement établies, on serait dans un espace où il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas de marge de jeu. On serait dans un bloc assemblé de manière compacte où rien ne bougerait. Il faut que ça bouge. C'est un souvenir que j'ai lorsque j'ai séjourné pendant 2 mois en Union soviétique, au temps jadis de l'Union soviétique. Oui. Et c'était donc reposant. Oui, on respectait beaucoup parce dans ce qu'on temps-là. respectait tout, oui. Et puis il n'y avait rien à décider. Oui, mais alors ça pose... Il y a une ligne, hein. Oui. C'est pour ça que le respect, c'est très difficile comme représentation. Parce qu'il y a une ligne, ça peut devenir négatif, c'est positif, Oui. c'est négatif, c'est positif. Mais justement, on peut commencer peut-être à essayer de casser cette noix. Un respect qui est imposé, est-il encore un respect? Kant en parle de ça. Hein. J'ai pas tout refait le chemin cette semaine, mais il parle d'une sorte de respect qui est une contrainte finalement, qui est une sorte d'humiliation. C'est un devoir. Et si, l'Union soviétique, comme toutes les sociétés où il y a des formes qui sont imposées dans le rapport à l'autre, à respecter l'autorité notamment, oui. ou respecter comme en Inde un système comme les castes, ne pas toucher un dalit, et ainsi de suite, ces contraintes-là sont respectées dans un sens qui n'est pas le sens profond du respect. On ne devrait pas appeler ça le respect. On devrait dire le rapport obligatoire au code, à l'habitude. C'est une obéissance à l'autorité. À l'autorité. Bon, au fond, appelons les choses comme c'est l'obéissance à l'autorité. Oui, mais c'est, encore une fois, on doit se poser la question, quand on réfléchit sur le respect, votre petite madame et votre petit monsieur, pourquoi on trouve ça irrespectueux? C'est parce qu'on sent bien que la personne que nous sommes là-dedans n'est pas, considérée pour ce qu'elle est. Et donc, une attitude véritablement respectueuse ne devrait pas faire ce détour par une fausse bienveillance, un code établi. Ces infirmières, ces gens ne sont pas malveillantes. Ils utilisent un langage qui est tout simplement oublieux de qui nous sommes. Dignité. La dignité, l'universalité, la définition de Kant. Oui, la définition de Kant. Et là, il y a une condition universelle de l'être humain on doit le respecter. Maintenant, on vient d'établir quelque chose d'important. L'obéissance à l'autorité. Si je suis chez le patron, je lui paie mes respects, puis je recule jusqu'à la porte, ce que j'ai déjà vu. Oui. Je trouve ça, c'est pas très respectueux, ni pour personne, ni pour le patron, ni pour soi. Non. Par rapport à la dignité. Oui, mais là aussi, il faut faire la part des choses. Le respect conventionnel, le respect, appelons-le, des sociétés traditionnelles, le respect de l'autorité, est un mode de fonctionnement de ces sociétés. On ne peut pas fonctionner dans une société où il n'y a pas un minimum d'autorité, où on respecte par obligation un certain nombre de choses. Alors, dans la société individualiste dans laquelle nous vivons, ces formes-là sont en érosion complète. Vous savez, on peut insulter les profs en classe et il n'y aura pas de blâme. Je veux y revenir là-dessus, parce que c'est très, très important. On va y revenir. Donc, il y a une érosion du respect conventionnel et ça pose le problème de l'accès à un autre respect et donc peut-être à une nouvelle définition de l'autorité. Moi, je préfère, comme Hannah Arendt le dit, une autorité qui s'impose d'elle-même, c'est-à-dire on reconnaît qu'il y a un principe, plutôt qu'une autorité qui est fondée sur un pouvoir qui est coercitif par rapport à précisément mon attitude. Serge Bouchard au microphone, vous êtes sur des chemins de travers. Nous parlons du respect. Vous voyez, je le dis de façon saccadée. Georges Leroux est en face de moi et nous avons une conversation comme auprès du feu. Puis on est dans le bois, puis il y a 2 ermites que nous sommes qui se parlent du respect. Et on disait que la forme de respect, il y en a un qui est reconnu, puis vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment du respect, mais qui colore presque toute l'histoire de l'Occident, c'est le respect d'une sorte d'autorité statutaire, le statut. Il faut s'agenouiller devant, je sais pas, moi, si je rencontre le pape, je suis bien embêté, est-ce qu'il faut que je m'agenouille, j'embrasse le petit doigt, le gros doigt, qu'est-ce que je fais? Et c'est une sorte de payer son respect. On l'exigeait. Oui. Payer le respect aux nobles. Certaines autorités ont une sorte de
pouvoir intérieur, une signification qui fait qu'on ne se pose pas à leur sujet la question de l'origine du respect qu'on leur doit. Certaines autres autorités, au contraire, sont des autorités tellement précaires et fragiles qu'on peut se demander pourquoi on les respecte encore. Donc, moi, il m'est arrivé, c'est peut-être la personne la plus, entre guillemets, respectable que j'ai rencontrée dans ma vie, et de devoir me poser la question de comment j'allais me tenir quand elle se présenterait devant moi, c'est le Dalai Lama. Alors, c'était il y a quelques années ici à McGill quand on l'a reçu, et on était seulement quelques-uns dans une petite salle avant qu'il prennent la parole en public devant nos étudiants. On était 7 ou 8. Et on nous a dit, s'il vous regarde, vous pouvez le regarder. S'il vous tend la main, vous pouvez la prendre. Ça voulait dire, s'il ne vous regarde pas, ne levez pas les yeux. Alors, là, on était dans une sorte de déférence, une révérence qui touche la vénération. Pour moi, le Dalai Lama, c'est une icône de sainteté, il porte le destin d'un peuple. Enfin bon, on pourra en parler pendant des heures. Alors, dans ce cas-ci, l'autorité dont vous parlez est une autorité qui est pleinement fondée. En revanche, si je me trouve devant une personne que je dois respecter, parce que, par exemple, je sais pas, mais c'est un chef de police, je respecte en lui l'autorité de la loi et tout, mais mon respect n'est pas fondé de la même manière. Mais respecter même notre société, on a beaucoup construit notre société, en Occident, je dirais, sur le pouvoir statutaire. C'est-à-dire, je suis patron, et le fait d'être patron demande, je suis vouvoyé parce que je suis patron, je suis respecté parce que je suis patron. Et en vérité, c'est pas universel. C'est une construction culturelle. Une convention qui est mise en place qui dit, lui, vous devriez le respecter plus que l'autre, et le petit peuple ne sera pas respecté. Quand on fait des déplacements, des déportations de populations pauvres, ben là, on manque de respect à la dignité humaine de façon collective. Mais c'est pas des gens... Vous savez, c'est Pointe-aux-Trembles versus Outremont si on est Montréalais. Absolument. C'est le nord d'Ontario versus Toronto si on est à l'échelle canadienne. Mais les sociétés traditionnelles, archaïques, que vous connaissez mieux que moi, on le sait par les études anthropologiques, ont codifié le respect sur des bases qui ont été totalement détruites avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que les rôles à l'intérieur de ces sociétés, par exemple, le rôle des anciens, le rôle des conseils, les vieux et les vieilles, etc. Bon, il y avait d'abord et avant tout le respect de l'expérience. Oui. Il y avait, par-dessus ça, bien sûr, le respect de celui quelle que soit son expérience, qui est tout simplement plus vieux que vous et qui, en raison de sa mortalité plus prochaine que la vôtre, exige que vous respectiez sa situation dans le temps. Alors, c'est un respect qui est très, très profond, le respect de la mort prochaine, le respect de la vulnérabilité de l'autre. On respecte moins un jeune qui est vaillant et fougueux, parce qu'on sent pas que la distance pourrait lui nuire. Alors, donc, ces sociétés-là ont mis en place des organisations qui sont extraordinairement sophistiquées et fines. Et la question que vous évoquez, l'arrivée du pouvoir du travail, de la relation de travail, les patronats et ainsi de suite, ça introduit une toute autre structure. C'est les hiérarchies anciennes, qui étaient fondées peut-être sur des respects plus intérieurs, anthropologiquement plus stables, ont été remplacés par des hiérarchies qui sont au contraire complètement volatiles. Un patron peut se déplacer du jour au lendemain, son entreprise peut, voler en éclats comme elle peut se consolider, quelqu'un peut tout d'un coup devenir nanti d'un pouvoir énorme sur vous alors qu'il n'en avait pas la veille, et ainsi de suite. On le sait, on est dans l'ère de la précarité. Mais nous, les humains, on est censés, d'abord, nous sommes des créatures respectueuses. En quelques circonstances que ce soit, nous sommes portés, à cause de notre intelligence, notre conscience, notre sensibilité, on va respecter les choses. Et chez les sociétés non hiérarchiques, et ça m'intéresse, il y a un paradoxe, on le disait à micro fermé, les sociétés amérindiennes traditionnelles, surtout nomades, n'avaient pas de chef. J'en parlais avec un de mes amis récemment, il me regardait avec des drôles d'yeux parce qu'il me disait, des chefs indiens, il me semble que c'est ça qu'on dit des chefs indiens. Et j'ai rencontré le chef, et le chef a dit, etc. Les Français, comme les Anglais, ont eu beaucoup de difficultés dans l'histoire d'Amérique parce qu'ils pensaient négocier avec des chefs à pouvoir statutaire, pouvoir absolu. Donc, ils signaient une paix avec le chef. Le chef disait, bon, mais en réalité, ça n'existait pas. C'est le pouvoir d'influence qui existait.
les chefs, c'est pas des chefs, c'était des personnalités qui pouvaient... La parole était forte. Montaigne dit, nous tenons par la parole. Montaigne, c'est un vieux, finalement. Oui. Mais nous tenons par la parole. Ta parole est lourde ou elle n'est pas lourde. C'est pas une parole d'autorité statutaire, c'est une autorité charismatique. Oui. C'est ce que vous disiez, l'expérience. Oui. Voilà. Oui. Je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Mais le modèle grec nous dit tout là-dessus. Vous savez, quand on parle de virilité, le modèle le plus ancien de la respectabilité de l'homme, le mot latin qui est derrière ça, c'est vir, V-I-R, vir. C'est le même mot, le saviez-vous, qu'on a dans vertu. C'est-à-dire que la vertu, c'est la qualité de ce qui fait un être humain, ce qui fait un homme. Et quand on regarde les structures les plus anciennes de ce qu'on admirait, les vertus, qu'est-ce qu'on admirait chez un homme? La première vertu qu'on admirait, c'était la capacité de sauver le groupe, c'est-à-dire le courage, donner sa vie, en d'autres mots, pour que le groupe ne périsse pas. Ensuite, la deuxième, c'était évidemment, c'est Ulysse, c'est la prudence, c'est la ruse, c'est la capacité, donc, de comprendre la situation. Pas de folie dans l'action. Pas de folie dans l'action. Il y en a 4 comme ça. Ensuite, bien sûr, il y a la justice, celui qui sait répartir les choses. Et puis finalement, la plus récente, celle qui est venue jusqu'à nous, c'est la modération. C'est celui, en d'autres mots, qui n'exige pas tout de suite pour lui-même parce qu'il sait que ça va être au détriment du groupe. Donc, il y a 4 vertus, 4 motifs d'admirer l'être humain, 4 fondements du respect. Et alors, ça, c'est tellement fondamental dans l'histoire de la morale humaine que Platon va passer presque toute sa vie à essayer de comprendre comment ces 4 attitudes se résument peut-être dans une qui est la justice, et ainsi de suite, c'est le projet de la République. Aristote va dire non, c'est autrement. Enfin bon, on va pas ergoter là-dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est que le respect, c'est lentement dégagé de ce qui avait été codifié par cette expérience, appelons-la autochtone, appelons-la archaïque, appelons-la traditionnelle. Des anciens humains. Des anciens. Et nous sommes dans une société où nous nous posons tous les jours la question de ce que nous devons admirer. C'est ça. Ce que nous devons respecter, admirer, quelle est la distinction moderne? Oui, d'ailleurs, même entre les mots, parce qu'on a l'impression, on va en parler, on va faire une pause, là, mais on va en reparler, mais on a l'impression que dans la société moderne, tout vaut tout, est interchangeable pour tout. Peut-être l'individualisme, mais l'individualisme en vient toucher aux mots. Les mots non plus, ils sont interchangeables, sont vides. Et effectivement, nous sommes presque affamés. On ne sait plus quoi, mais vous le dites bien, admirer. On ne sait plus quoi admirer. Oui, bon, l'exemple était spectaculaire, Georges Leroux, sur les vertus, le vir, on parle de l'humain, de l'humain qui est méritant. Oui. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde à la notion de mérite. Oui. Qu'est-ce qui mérite? D'ailleurs, que ce soit, je dirais pas des choses, mais on y viendra pour les choses, mais dans l'humanité, qu'est-ce qui mérite mériter le respect? Oui. Ce qui mérite le respect, à la base, c'est ce qui suscite l'adhésion, le rapport admirable. C'est-à-dire que dans un groupe, il y en a toujours quelques-uns qui se distinguent parce qu'ils vont faire des choses que les autres vont admirer. Alors, si on cherche à saisir l'expérience tout à fait primitive, l'expérience morale primitive, c'est précisément cette expérience d'admiration. C'est l'expérience de l'admirable. Et évidemment, dans les sociétés comme la nôtre, où tout est codifié et tout, il y a beaucoup de déplacements. Autrefois, par exemple, je donne souvent cet exemple, dans la société grecque, l'argent, le luxe, la propriété n'était jamais l'objet d'admiration. Au contraire, faire étalage... Ça, il y a une sorte de désintéressement du matériel, de l'argent comme complètement. tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui recherchaient le luxe ou la prospérité. Il y en avait. Mais c'était à sa place. C'était à sa place. Et cet héritage grec a traversé l'histoire. Les catholiques l'ont bafoué. Au contraire, ils ont été tout à fait, dans l'Église médiévale, on le sait, prolixes et désireux d'étaler leur propriété. Et quand la réforme est arrivée, avec le réflexe luthérien de dire qu'il faut plutôt admirer ceux qui donnent et ceux qui font moins étalage, on voit apparaître une société qui a été
très très bien étudié par le grand historien américain Simon Schama dans son livre L'embarrassement des richesses, l'embarras des richesses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les protestants des Pays-Bas n'avaient qu'une idée, c'était de forcer l'admiration vers le don et non pas vers le luxe. Donc, être riche pour donner. Être riche pour donner. Et il explique même par là un phénomène qu'on voit quand on se promène à Amsterdam ou dans les villes des Pays-Bas, la petitesse des devantures. Il n'y a pas de grand palais dans ces villes-là. L'humilité. Ouais. Alors, donc, tout ça pour dire quoi? Que chaque société évolue en déplaçant les objets d'admiration, en faisant en sorte que la structure du mérite soit, comment dire, reconnue par ses membres. Aujourd'hui, quand nous regardons ce que, disons en gros, le capitalisme moderne depuis l'expérience vénitienne jusqu'à aujourd'hui nous impose, nous voyons bien que l'objet d'admiration, c'est d'abord et avant tout le self-made man, c'est-à-dire le s'en tirer. Arriver à produire et à faire avec peu, il est vrai. Donc, il y a motif, en effet, à admirer quelqu'un qui s'en tire bien, c'est-à-dire qui est inventif, qui est créatif dans la prospérité. Mais est-ce le seul modèle que nous devrions retenir de l'expérience morale de l'humanité? Je crois pas. Quels sont les héros de notre temps? Qui sont les saints que nous voudrions admirer? On peut aller loin dans ce questionnement. Mais je pense qu'elle est bonne, la question. Quels sont les héros de notre temps? Nous vivons dans une période historique où la notoriété, dans une période historique, mais surtout dans une région culturelle qui tente d'ailleurs à se mondialiser, où la notoriété fait foi de tout, être une étoile, être connu, je sais pas quoi. On veut être sur YouTube, on veut faire le tour du monde. Ta face doit être, d'ailleurs on appelle ça un Facebook, ta face, ton visage doit être reconnu. C'est une valeur en soi. Maintenant, ça pose toute la question, dans quel monde vivons-nous? Est-ce que nous admirons un instituteur, une institutrice? Pour la respecter jusqu'au bout. Professeur d'école primaire, soyons concrets ici, là. Mais, je le dis souvent dans mes discussions, dans mes réflexions personnelles, un professeur d'école primaire, en 2011, est-ce que c'est admirable? Est-ce que c'est ce que toute la société devrait admirer? Et derrière se profile le mot « respecter », et avec toutes les marques du respect. Oui. Et on a l'impression, j'ai posé la question, là, c'est un peu vicieux, mais qu'il y a un problème, là. La question est riche parce que dans votre personnage de professeur, d'enseignant au primaire comme au secondaire, il y a deux volets. Il y a le volet du don à la société, le don à l'éducation. Bon, avec les jeunes qui commencent, là. Oui, et ça exige énormément, on le sait. Ici même au Québec, les chiffres sont discutés, mais on nous dit que les jeunes diplômés en éducation qui se retrouvent devant une classe abandonnent dans une proportion inquiétante dans les 5 premières années. Ils ne supportent pas le choc, précisément, du manque de déférence, du manque de respect, ils ne supportent pas la turbulence. Les nouveaux enseignants arrivent devant les classes, ils se seraient peut-être imaginé que c'était autrement, mais ils ne supportent pas c'est bien dit, la turbulence. Ils sont peut-être pas bien préparés, ou alors ils ont des représentations de ce qu'est l'école aujourd'hui qui ne correspond pas à ce qu'elle est en réalité, parce que l'école, c'est un microcosme de la société. On ne peut pas imaginer que l'école est respectueuse, douce, organisée, hiérarchisée parfaitement, alors que la société est en... Ne l'est pas. C'est ça. Alors donc, il y a ça. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le rapport à l'autre dans l'école, le don à l'autre dans l'éducation. Et puis il y a l'autre aspect, c'est que moi je le raconte souvent, je pense à beaucoup de mes élèves qui sont professeurs au cégep et qui se posent la question de savoir leur exemple, leur vie. Leur vie comme professeur de philosophie, leur vie comme professeur de littérature. Ça va être pour beaucoup, sinon la majorité de leurs élèves, le seul exemple qu'auront ces élèves d'une vie donnée à la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont... Au cégep, là. On est au cégep. On est au cégep. Ben, évidemment, au secondaire, au primaire aussi, mais ces élèves-là vont se déplacer autrement. Mais au cégep, on est rendu dans une proportion de la cohorte qui est l'équivalent d'environ 25% de la société. Bon, quand on va arriver à l'université, c'est encore moins. Bon, alors, la question, c'est la suivante. Vous demandez, qu'est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'on respecte cet enseignement
enseignant, ben, il y a beaucoup de raisons de le respecter. Mais actuellement, il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi ce respect vacille. D'abord parce que, encore une fois, la société qui est répercutée, qui se reproduit dans nos institutions est troublée, d'une part, et puis d'autre part, c'est la question de la connaissance. Vous savez, juste accéder à une connaissance aussi simple qu'un complément de théorème en mathématiques ou un morceau de proposition dans je sais pas moi, une théorie chimique ou n'importe quoi, ça peut demander une vie entière. Il y a des gens qui se consacrent à ça. Alors, respecter la connaissance est en soi, je dirais, un défi absolument monumental. Mais moi, je ne m'étonne pas du tout de ces jeunes qui ont de tout autres objets qui sont basculés par une société de l'information où ils sont comme la peau d'un tam-tam, on leur tape dessus du matin au soir dans leurs oreilles, partout, tout le temps, et on voudrait qu'ils aient des états d'âme devant des gens qui donnent leur vie à comprendre E égale MC2. Mais écoutez, moi je pensais aussi à toute la société, si on sort du cadre de l'école, mais à toute la société, mais c'est très très vrai pour les jeunes, mais l'évaluation du mérite. Moi, c'est le mystère qui me... Dans un monde heureux, je dis bien dans un monde heureux, on a le droit d'être heureux comme humain. Le bonheur, ça existe. Et dans un monde heureux, est-ce qu'on ne devrait pas procéder à une évaluation d'à peu près toutes les activités humaines qui sont fondamentales? Un professeur, dans une société, écoutez, là, essayez de l'imaginer que ça prend des professeurs au primaire. Et le rôle que ces professeurs primaires jouent est sacré, important en 2011, en 2111. Je vois pas comment on pourrait se l'éviter. Oui. Mais on fait comme si c'était de la routine, poutine, rien du tout. C'est les moins bien payés du système d'éducation. Puis ça a été payé en proportion de la petitesse des enfants, finalement. Tu as un petit salaire parce que tu es des petits-enfants. Puis on n'a pas de débat public là-dessus, puis on s'en fout de ces gens-là. C'est des gens qui font l'école. Le débat public, vous savez, sur cette question-là, je dirais qu'il peut varier selon les sociétés. Une société comme la France, qui a créé l'école républicaine, qui a créé l'instituteur et tout, découvre à sa grande stupeur depuis une dizaine d'années qu'on peut insulter un professeur au lycée. Et donc, il y a de grandes remises en question. J'allais le dire, si on peut insulter un professeur au lycée, où allons-nous? Oui, donc nous étions dans le respect, mais là, on était concret dans les systèmes d'éducation, les relations entre... c'est à la fois les élèves et les professeurs, entre celui ou celle qui apprend, puis ceux qui ont métier. On a l'impression qu'il y a une sorte de laisser-aller dans la reconnaissance et l'évaluation du mérite dans une société qui est de plus en plus complexe, mais en parallèle, nous parlons de plus en plus de respect. On n'entend que ça. Et même nos enfants n'entendent parler. Là, les objets ou les univers à respecter se multiplient. Comme si, parce que, justement, il y a un problème, on est en explosion de discours, puis de respecter un paquet de choses que j'avais entendu parler quand j'étais petit, mais probablement qu'on faisait, ou qu'on faisait pas. Mais le jeune entend souvent le mot respect. Oui, mais à proportion que le système qu'on a décrit il y a un instant, à savoir le système du mérite et des vertus, a reflué, c'est-à-dire que les objets qui méritent notre admiration sont moins identifiables ou tout simplement moins consensuels dans la société, à proportion donc que cela s'éloigne de nous, qu'il y a une érosion, dans cette même proportion, il y a une émergence de la question du respect des droits. C'est-à-dire que le grand mot du respect moderne, c'est le droit. Les droits et le droit. Les droits codifiés dans le droit. Et on dirait les droits de la personne. Les droits de la personne. Et donc, là, on a l'héritage le plus direct de Kant, bien sûr, puisque Kant nous dit que le fondement de tout respect, c'est évidemment la loi universelle telle qu'elle se représente dans la conscience de chacun de nous. Ce que nous respectons quand nous respectons l'autre, c'est sa capacité à accueillir la même loi universelle que chacun de nous reconnaît. Nous sommes tous au même diapason, c'est l'universel. Absolument, c'est l'universel. Alors, les passages de Kant dans la doctrine de la vertu sur ça sont absolument sublimes, on va pas les citer, mais une chose est certaine, c'est que nous vivons une époque où ce
c'est un développement, c'est une évolution très lente de la doctrine des droits, nous a conduit à voir que dans nos démocraties, la base du respect mutuel, c'est d'abord et avant tout les droits et les devoirs. Et donc, l'école est un bon exemple. Le système ancien, l'instituteur respecté en vertu de son autorité, sa place dans le village, et ainsi de suite, ça tient plus la route. Luc Ferry l'a écrit quand il était ministre. Il y a eu beaucoup d'ouvrages là-dessus. L'autorité ne peut plus se recomposer des justifications anciennes. En revanche, elle ne peut pas non plus s'appuyer sur des systèmes de répression, parce que les systèmes de répression engendrent plus de violence. Alors, il faut donc aller vers une réflexion plus étendue sur droits et devoirs. Et c'est en ce sens, je reviens toujours à l'exemple de l'école, parce que je trouve que vous avez bien fait de l'introduire, et c'est un révélateur de notre situation démocratique. Les jeunes qui, dans l'école, disent qu'ils ne respectent pas ceci ou ne respectent pas cela, etc., souvent ont le sentiment que c'est leur droit. C'est-à-dire que c'est ça le sens du droit pour eux. Et je vois à la commission scolaire de Montréal les efforts absolument remarquables de Mme Diane de Courcy, sa présidente, qui fait quoi? Qui dit, il faut impliquer nos commissions scolaires, il faut impliquer nos directions d'école, nos conseils de parents, pour montrer aux jeunes que l'école est un lieu où ils ont, oui, c'est vrai, beaucoup de droits. Ils ont le droit d'attendre un enseignement de qualité, ils ont le droit d'avoir un environnement qui est stimulant et ainsi de suite, mais où ils ont aussi des devoirs. Et les écoles sont donc de plus en plus, entre guillemets, peut-être, j'aime pas trop le mot, mais des laboratoires, c'est-à-dire des lieux où s'expérimente un nouveau pacte social entre des jeunes qui disent, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup ça aussi, des écoles où il y a des contrats. Et si tu rentres ici, tes parents vont devoir signer ça, et si vous respectez pas le contrat, vous allez devoir subir les conséquences. Bon, moi, je suis pas très partisan des contrats. On fait ça dans nos familles. On fait ça dans nos familles aussi, avec nos enfants. Avec nos enfants. Je vais donner une allocation. Si tu, etc. Si tu fais ça. Mais il reste que la notion de pacte, une entente, qui est dans le projet éducatif peut-être de l'école et tout, met à nu la structure du droit. C'est-à-dire que l'enfant sait qu'il est dans une institution, il est accueilli dans une société, il est conduit à sa maturité par des plus vieux que lui, et s'il ne veut pas les respecter pour des raisons qu'il juge formelles, uniquement parce qu'ils sont plus vieux ou ainsi de suite, il doit apprendre à les respecter pour des raisons qui le concernent lui. C'est-à-dire que c'est lui qui va souffrir de cette absence de respect s'il n'y a pas un pacte minimal entre eux. Donc, on évolue vers un respect mutuel, vers une mutualité. Le mot le dit, mutualité, ça vient de moi-toi. Mutu. Moi-toi. Mais je voudrais en revenir à la question de la connaissance. Oui. Et de la reconnaissance. La valeur en soi de la reconnaissance des choses. On dit, les jeunes ils baignent là-dedans, puis aujourd'hui, le respect de l'autre. Là, on est dans la diversité culturelle, on est dans les droits de la personne, mais aussi les droits collectifs des cultures. Mais c'est bien beau tout ça, de dire respect de l'autre, respect de ci, respect de ça. Nous, on avait fait une émission sur les chemins de travers qui est perdue dans les nuages de l'amnésie, de tout ça, mais on a fait une émission qui m'avait bouleversé, j'avais adoré le préparer, c'était sur Ibn Khaldoun. Oui. Et c'était une émission où nous voulions, sur les chemins de travers, présenter un Montaigne. Oui. C'est le Montaigne des Arabes, un autre. C'est des penseurs dans la diversité culturelle. Alors, moi, j'ai bien beau dire à mon garçon, Montaigne, ça t'intéresse, puis Ibn Khaldoun, ça t'intéresse. Je m'en vais où avec ça, moi, là? Oui. On parle de connaissance. Oui. Là, on vient sur un terrain qui est... Qui sont tes héros? Oui, qui sont tes héros? Si nos écoles, en totalité, déjà sont capables de reconnaître, de part et d'autre, que la société change et qu'il faut un nouveau pacte, un pacte respectueux, peut-être qu'on sera capable de se donner les conditions d'une nouvelle culture. Parce que c'est la question qu'on parle de ça. Ouais. Bon, moi, j'ai connu une éducation où tout m'était imposé. Je
je suis reconnaissant aux Jésuites de me l'avoir fourni, mais je n'ai jamais eu l'occasion de dire ce que je pensais des auteurs qu'on me proposait. Et ça, c'est à cause des Jésuites, là. Ça, c'est à cause des Jésuites. Mais avec le temps, ce que je veux dire surtout, avec le temps, j'ai vu que ces bons pères passaient beaucoup de temps à discuter entre eux, en particulier dans leur correspondance, sur les raisons qui faisaient qu'on devait m'enseigner les géorgiques de Virgile et ainsi de suite. Ah oui. On me fournissait des modèles. Je raconte souvent à quel point, dans mes premiers cours de grec, j'ai été bouleversé par ce petit passage de Plutarque qui raconte comment un jeune Spartiate qui a volé un animal et qui le cache sous son manteau accepte, et c'est le modèle de courage qui est donné aux jeunes, d'avoir le ventre dévoré par l'animal plutôt que de révéler qu'il a volé. Ça, c'est le genre de choses qu'on nous donnait. Alors, on choisissait les morceaux. D'accord? Aujourd'hui, les jeunes reçoivent une éducation où le consensus, parce que c'est ça votre question, puis je l'aime énormément, je la prends pour ce qu'elle est. Les jeunes n'ont plus accès à un répertoire de mérite dans la culture qu'on leur transmet. Ça, c'est la grosse question. On leur donne toutes sortes de choses qui sont, dans certains cas, admirables. Je nie absolument pas ça. Mais il n'y a pas, autour de la transmission de cette culture, un consensus qui a à voir avec ce qui doit être respecté dans ce qui est transmis. C'est pas étonnant. On est, à toute proportion gardée, dans la situation où étaient les gens de la Renaissance. Vous citez Montaigne, qui ont redécouvert les anciens et qui ont eu une bouffée d'air contre, je dirais, la chape de plomb de l'orthodoxie scolastique et du christianisme. Mais nous avons besoin de ça aussi aujourd'hui. Le monde s'ouvre. Le Québec, par exemple, je m'emporte, je veux pas le faire, mais le Québec n'a pas connu les guerres culturelles que connaissent les États-Unis depuis 25 ans. Les États-Unis, même dans leurs universités d'élite, mettent en question la transmission de la culture blanche, anglo-saxonne, protestante, puritaine, et ainsi de suite. Ils disent, mais pourquoi on n'enseigne pas Ibn Khaldun? Pourquoi on n'enseigne pas Rigoberta Menchú? Pourquoi on n'enseigne pas tout ça? Et ils n'ont pas les réponses encore. Ils n'ont pas les réponses. Ils sont dans ce moment turbulent où la culture se reconfigure. Les respects, en d'autres mots, se redistribuent. Georges Leroux, l'heure est terminée. Cette étape est terminée. Nous allons aller aux informations, faire une pause, on va se rafraîchir, et puis on va revenir pour une autre heure. Parce que, à micro fermé, on en convenait. Nous avons encore des choses à dire. On a encore des choses à dire. La discussion autour du feu n'est pas terminée. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous écrire sur les chemins de travers à radio-canada.ca. On aime beaucoup vous lire et dans les faits, vous le faites, vous nous écrivez. Ça nous est toujours utile. C'est surtout de l'encouragement. C'est un mot que j'aime beaucoup, moi, encouragement. Parce que l'autre mot, c'est découragement. Enfin, je regarde en régie. Mais encouragement, découragement, s'encourager. Alors, on a besoin de votre encouragement. L'émission complète sur le site, vous pouvez écouter l'émission complète musique et tout sur le site Internet de Radio-Canada, mais vous pouvez aussi l'écouter en balado, amputé de ces musiques. Et ça, la version balado, apparemment, c'est très intéressant. Vous savez, moi, je suis en radio, je dis le balado à toutes les semaines. Il faudrait bien que je l'expérimente une fois, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai encore un poste de radio que j'ouvre, puis que je ferme. Georges Leroux me regarde en riant. Mais vous êtes aussi préhistorique que moi. Georges Leroux, plus classique, mais aussi préhistorique que moi. Moi, j'ai commencé à podcaster, puis je me suis arrêté parce que mon ordinateur devenait submergé de choses que je n'avais pas le temps d'aller chercher. Je vous comprends. Oui, c'est ça. Alors, on revient tout de suite après les informations. Restez avec nous. Sur les chemins de travers, d'ailleurs, on vous en remercie. Serge Bouchard au microphone et nous parlons du respect ce soir. On a fait déjà pas mal de chemin, mais il reste du chemin à faire. On en sortira. D'ailleurs, à minuit, on n'en aura pas fini, Georges Leroux. On recommencera demain.
Bon, ben, on va quand même on va commencer. Georges Leroux, nous parlions quand même de la valeur universelle de la connaissance pour la reconnaissance du mérite et la reconnaissance de savoir qui on admire, qui on n'admire pas. On vit dans une drôle d'époque. Si on va sortir de l'école, on a beaucoup parlé de l'école, on va parler de toute la société dans son ensemble. Donc, nous sommes en train je vous ai entendu dire dans la deuxième heure, nous avons le défi de création d'une nouvelle culture, au fond. Nous sommes comme nous l'avons toujours été, mais là, on a le défi de création du monde. Qu'enseigne-t-on? Mais pas juste à l'école, entre nous. Non. Qu'est-ce que la diversité culturelle? Qu'est-ce que le monde que nous allons créer ensemble? Nous avons la chance, qui est en même temps un défi, mais concentrons-nous sur la chance, c'est-à-dire sur la joie, la beauté d'accueillir. Nous sommes des hôtes. Et nous nous comportons, je dirais, de manière assez médiocre. Notre hospitalité est très limitée. Parlons des langues, parlons des littératures qui viennent d'ailleurs, parlons de l'art qui vient d'ailleurs, mais parlons aussi tout simplement de l'expérience de l'étranger qui vient chez nous. Et comment l'accueille-t-on? C'est-à-dire que, est-ce qu'on l'accueille avec réserve? Où est le respect de l'autre dans ce sens? C'est-à-dire que... C'est vrai, parce qu'on parle du respect de l'autre avec un grand A. Oui. Nous sommes à l'ère, d'ailleurs, supposément du respect de la diversité culturelle, qui a toujours existé dans l'humanité, qui n'est pas un fait nouveau. Non. Qui n'est pas un fait nouveau, qui fait partie de la beauté du monde ou pas. Oui. Il va falloir se brancher. Oui. C'est la beauté du monde. Oui, mais cette beauté, peut-être parce qu'au Québec, on est dans une société plus défensive, minoritaire. Je pense aux réactions qui ont suivi le dépôt du rapport de la commission Bouchard-Taylor. Le rapport a été reçu avec une certaine froideur. On n'acceptait pas facilement qu'il donne des leçons d'ouverture à une société qui a tout à craindre peut-être de l'ouverture, à commencer par sa propre dissolution. Mais moi, je pense que cette étape-là est dépassée. Je pense qu'on est à une étape où, comme société, nous devons reconnaître la richesse d'être plusieurs, d'avoir plusieurs conceptions de la vie bonne, plusieurs conceptions du juste, plusieurs croyances aussi. Nos sociétés, notre société accueille des religions qui n'étaient pas là il y a 25 ans. Une analyse sociologique de la croyance des religions, de la diversité donc des croyances religieuses dans notre société montre une réelle diversification. C'est prodigieux le pluralisme. Et j'aime à dire, comme certains penseurs, j'invente pas cette formule, je pense à des philosophes politiques comme John Rawls, comme Walzer, comme bien d'autres, que le pluralisme, qui donc instruit, nous donne de nouvelles règles de respect. On ne doit pas seulement respecter un système, on doit respecter plusieurs façon de voir le monde. Ce pluralisme, nous ne devons pas le considérer comme une tare, une lacune ou un obstacle. Nous devons au contraire le considérer en soi comme une richesse. Mais ça demande un bon calme, une belle maturité. Parce qu'en même temps, moi j'aurais le goût de dire que l'humain, l'homo sapiens sapiens, est une créature de métissage culturel et biologique depuis l'an 0. Bien sûr. Mais nous avons créé des univers stables, des unités nationales ou des unités culturelles à travers l'histoire. On a eu l'impression qu'on était, mais on n'était pas si isolés que ça, parce que les gens circulent depuis toujours. Nous sommes des bébites circulantes. Mais maintenant, c'est le monde. Une fois pour toutes, on va devoir reconnaître, et vous l'avez dit, le respect de la beauté intrinsèque de la diversité, de la pluralité. Oui, il faut rien enlever à la beauté de l'identité. C'est ça. C'est-à-dire que... je parlais de calme, là, et de belle estime de soi. Il faut savoir regarder ça avec tous les privilèges historiques qui viennent avec et tout, hein. Mais en même temps, il faut reconnaître que quand l'identité se pluralise, c'est comme un peu l'eau dans une lumière. Hein? Tout d'un coup, l'arc-en-ciel apparaît. Et c'est beau. Et il y a une beauté dans ça. Et donc, pour nous, nous devons l'accueillir. C'est pour ça, par exemple, que moi, j'ai fait de ma vie, les 5 dernières années, pratiquement un combat constant pour l'éducation au pluralisme. Je souhaite de toutes mes forces que nos jeunes soient éduqués, non pas dans la nostalgie
nostalgie d'un passé identitaire unifié et tout. Je pense qu'au contraire, ils doivent être éduqués, tout en reconnaissant leur histoire, c'est essentiel, à l'ouverture. Et donc, au respect de cette diversité. Mais même cette histoire est une histoire de diversité. Nous... bien sûr, vous êtes bien placés pour en parler avec les séries des Remarquables oubliés au monde. Cette diversité qui est incroyable. Mais c'est vrai qu'on a voulu une version d'histoire qui favorisait l'homogénéité. Moi, je dirais, je suis plus dur que vous, une certaine platitude historique. C'est des histoires toujours bien plates quand on parle d'homogénéité. Néanmoins, je prends l'exemple on s'en sort de l'urbanité ou des grandes villes. J'étais récemment en Abitibi. L'Abitibi, on la voit comme abitibienne. Bien sûr. Mais l'histoire de l'Abitibi, à cause des mines à Val-d'Or et autour, c'est une histoire pluriculturelle dès 1920 quelques. Mais il y a les Algonquins. Ils sont là aujourd'hui. L'avenir de l'Abitibi passe par la santé culturelle des Algonquins. Oui. Or, l'énoncé important dans nos écoles, entre nous, dans les débats publics, l'Abitibi de demain, c'est une Abitibi franco-algonquienne et immigration diverse. Oui. Je pense que le maire d'Amos est encore haïtien d'origine. Il y a plein de monde qui circule là-bas. C'est une terre, c'est pas trop dans la lumière, là, l'Abitibi. Oui. C'est pas homogène, mais c'est beau. Non, il y a une culture publique commune qui doit se créer à partir de ça. Et quand le ministre, qui était à l'époque Jean-Marc Fournier, a dit comment on va compenser, ou en tout cas comment on va faire évoluer la déconfessionnalisation des écoles, et qui nous a dit on aura éthique et culture religieuse pour nos jeunes primaires et secondaires. On a tous été surpris, admiratifs aussi, parce que c'était une décision courageuse. Mais il a fait un pas de plus tout de suite. Il nous a pas donné le choix de réfléchir. Il a dit, la culture religieuse, c'est la tradition chrétienne, donc l'identité majoritaire, le judaïsme, très important, évidemment, mais aussi pris dans le télescope de l'histoire des religions. Et troisième, les cultures amérindiennes. Alors là, moi, je dois dire, je suis resté collé sur ma chaise. Je me suis dit, c'est incroyable. On a fait, dans la décision de Jean-Marc Fournier, un pas de géant en disant à nos jeunes, écoutez, on est sur une terre autochtone, on a quelque chose à apprendre d'eux, le respect de la nature, le respect de la terre-mère, leur spiritualité. La résilience surtout. La résilience, et ainsi de suite. J'aurais souhaité personnellement, je le dis parce que je ne peux pas m'empêcher, j'aurais souhaité que l'islam fasse partie de ses priorités, parce que c'est la culture qui vient vers nous. Mais bon, c'était peut-être pas à l'agenda, et ça ne sera peut-être pas avant longtemps. Mais une chose est certaine, c'est que ce noyau du respect des cultures autres, c'est beaucoup ouvert. On a un pas de géant qui a été fait. Le respect, c'est aussi, puis là, on va continuer dans cette direction, pour toute la société. C'est vrai que parler de respect, puis de respect humain, puis c'est profondément humain, on peut englober aussi le respect du territoire, je dirais de la nature. Oui. Moi, j'aime bien parler du territoire, de la nature sauvage, de l'histoire du territoire, de ce que tout le territoire contient. Oui, oui. Et oui, on l'a abordé. J'ai l'impression qu'avec on a des notions parfois un peu sèches, un peu technocratiques, un peu scientifico-stériles. L'environnement, les régions administratives, environnementales et tout ça. Je mettrais de l'amour et du cœur là-dedans. Le respect, il y a de l'amour dans le respect. Les Autochtones ont beaucoup à nous apprendre. Quand les Américains distinguent, et je crois c'est une distinction qu'on peut reprendre en français, vous savez, une écologie de l'environnement un peu technique, développement durable, etc., avec toutes les analyses qui vont avec ça, de l'écologie profonde, c'est-à-dire l'idée d'une véritable réflexion sur notre rapport à la nature. Il n'y a pas beaucoup de pays, je peux vous le dire philosophiquement, qui ont mené cette réflexion. Le pays qui l'a le plus fait, c'est le Japon, parce que le Japon a eu ça techniquement dans sa pensée depuis le départ, et quand ils se sont ouverts, ils sont aperçus que leur nature était immédiatement dévastée. Et ils ont eu recours à la pensée européenne, principalement à la théorie de la nature de Heidegger, pour donc essayer de revaloriser leur propre respect de la nature. Mais rejardiner tout ça. Oui. D'où la force des paysages. D'où la force des paysages.
Notre-Dame s'est pendue. Le facteur dans le banc de neige sous les billes. Passé dur. La grève. La grève. La grève. C'est mauvais comme de l'or, c'est tout coulé dans la haine. Tu veux voir des trésors, des vrais trésors sont là, ça picket line. Courage camarade, j'ai rempli mon quota, un beau train de patates du local Dakota. À minuit 20, on a entendu un blast. Le bon Dieu en lambeaux dans sa cendre et poussière dit j'aime la place rien qu'en masse, mais je préfère Toronto. Faut renchausser l'espoir, même s'il nous joue des tours. Les étoiles se font voir au moment de l'amour. 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 Là j'ai assez tué de bandits, mon église elle est pleine. J'ai assez sauvé de vie, même en comptant la mienne. Dormez, braves gens, tout est calme à l'urgence et je rentre à regret, va pour une dernière chance. Au cabaret, on danse, on sait jamais, quelqu'un t'aime en secret. Verse-moi, bel enfant, de ton beau gaz d'avion. Je m'envole à l'instant dans ma boîte à savon. Je survole ma maison, les lumières dans ma chambre. C'est la fin des programmes, les cheveux de ma femme. Ma femme, ma femme, ma femme. Et je coule dedans, toujours bonne folie, à dire où t'es-tu chérie, et je ferme les yeux, et alors mes amis, je n'entends plus que le vent. Richard Desjardins, Notre-Dame des Scories. Ben oui, si on parle de la beauté de la nature, dans notre rapport à la nature, on peut l'aborder de bien des façons. Mais le mot respect est maintenant, pas jadis, pas en 1890, pas en 1920, mais maintenant on parle beaucoup du respect de la nature. Cependant, la machine continue. Oui. Il y a le plan Nord, il Oui. y a l'idée de... Il faut que ça rapporte à la nature aussi. Et le Oui. paradigme n'est pas disparu. C'est là peut-être qu'on peut comprendre ce que vous avez dit en début d'émission, à savoir que la théorie de Kant doit être révisée. Oui. C'est-à-dire que pour Kant, l'idée qu'on s'interroge sur le respect de la nature serait un peu ahurissant. Oui, c'est vrai. C'est pour lui, la nature était, bon, comme pour d'ailleurs les pères de la nation américaine, qui étaient tous des jardiniers comme Jefferson et d'autres. C'est tout à fait vrai. La Il faut nature penser pour comme lui ça, était absolument c'est ça. intangible. On n'allait pas pouvoir l'abîmer. Ouais. Moi, je pense souvent à ce que Jefferson dirait s'il voyait le paysage américain aujourd'hui, il en reviendrait pas. Ouais. Bon, mais donc oui, c'est vrai. Maintenant, la nature revendique des droits et nous parle à travers des intermédiaires, des locuteurs qui nous disent si nous continuons nos déprédations, nous allons littéralement exténuer la nature. Et donc, il y a
toutes ces questions de respect des générations, respect des mécanismes naturels. Hein, on a tout ça. Et la grande question qui se pose concernant le respect de la nature, c'est qui sont les interprètes de la nature? C'est-à-dire que ce sont pas des personnes. La nature ne parle pas d'elle-même. On a tendance à l'oublier. Il faut que quelqu'un parle pour elle. Et donc, c'est nous qui sommes des êtres de culture qui devons tout d'un coup oublier les privilèges de la technique, les privilèges de la maîtrise du monde, les privilèges du profit, de la prospérité, tout ce que vous venez d'évoquer, faire de l'argent et ainsi de suite, et changer complètement notre discours. C'est-à-dire arriver à dire la nature peut parler, et si elle peut, si on pouvait l'entendre, voilà ce qu'elle nous dirait. Ben moi, ça m'est familier parce que j'ai donné la parole aux animaux sauvages dans les livres. Ben oui. Les bestiaires. Mais c'était, non, je faisais cet exercice. Oui. La nature a besoin de la culture pour s'exprimer. C'est-à-dire, puis les animaux sont les premiers à le dire. On a besoin de vous pour que nous puissions nous exprimer. Oui. Maintenant, quand on arrive, puis on dit, justement, d'un territoire sauvage, d'animaux sauvages, territoire qui soit d'ailleurs planétaire, à l'échelle planétaire, soit l'Amazon, mais parlons du Canada, parlons du Québec. Une rivière. Oui, bon, on arrive devant une rivière. Prenons l'exemple de la Romaine, puis c'est bien l'actualité. Bon. Ça vaut quoi? Ça sert à quoi, une rivière? Ça sert à rien quand ça coule tout seul. Oui. Une belle rivière là, qui coule tout seul, une chute, ça sert à rien. Oui. Moi, j'aurais voulu faire partie de l'expédition qu'on voit dans le film récent, Chercher le courant, de ces jeunes écologistes, accompagnés de Roy Dupuis, porte-parole de la Fondation pour les rivières. Ben oui. J'aimerais être plus proche d'Hugo Latulippe. J'aimerais être plus proche de ce gars qui s'appelle, pour que le Québec ait meilleure mine, son nom m'échappe. Il s'appelle Hugo quelque chose aussi, lui, je crois. Mais il s'appelle tous Hugo. Non, mais c'est des jeunes, en d'autres mots. Ça fait juste m'excuser de pas me souvenir de leur nom, j'ai honte. Mais je suis tellement admiratif de leur effort pour faire valoir, parce que, bon, l'expédition qui est dans le film Chercher le courant est une expédition extraordinaire. Hein. Il remonte aux sources de la Romaine et ils descendent jusqu'à l'embouchure dans le pays des Inuits. Moi, je l'ai fait jeune. La rivière au complet? Oui, mais avec les Inuits. Avec les Inuits. Ouais. On parlait pas de barrage. On parlait déjà de barrage, mais on n'avait pas peur. Jusqu'à la chute à la fin? Mais on n'avait pas peur. La grande chute blanche? Oui, mais il faut dire Ils disent qu'elle va être détruite entièrement par les lacs de réservoirs là, qui sont en train d'ériger. Ça vous fait de la peine? Une chute, ça sert à rien. C'est bien mieux d'avoir un réservoir pour avoir de l'énergie. Oui, c'est curieux à dire, hein, mais la beauté compte pas. La beauté compte pas. Et ça, l'intégrité du territoire naturel. C'est ça. C'est une question sérieuse. C'est le message des jeunes. C'est le message des jeunes. J'ai pas toutes les réponses. C'est-à-dire que je peux pas dire on doit rien faire, on doit retourner à une économie de nomades ou une économie... Mais non, je peux pas répondre ça. Il faut qu'à quelque part, les ressources se renouvellent. Mais en même temps, une telle déprédation, telle qu'on la voit dans ce film extraordinaire, je le recommande à tout le monde, voyez ce film, Chercher le courant, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a une tristesse qui s'abat sur nous. Moi, pendant 3 jours, j'avais une chape de plomb sur les épaules après avoir vu ce film. Oui, mais tout ça, c'est Hugo Lapointe. Lapointe, c'est ça. Que vous cherchez. Québec ne paye pas de mine. Mais tout ça pour dire que nous en sommes là maintenant, c'est la création d'un nouveau monde. Mais n'est-il pas un peu trop tard? La Romaine est une des dernières, sinon la dernière rivière sauvage. Oui. Nous avons tout harnaché dans le silence au Québec. Et je même personne que... Je regarde les anciens chroniqueurs à l'époque d'Arthur Buis, Henri Bourassa, etc. On a tout harnaché, les systèmes hydrographiques. Le réservoir Gouin, c'est un réservoir artificiel. Kabonga, Baskatong, Kibawa, ça s'en va partout. On a tout changé. On a des chutes, là, comme vous aimez. On en a assassiné beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, on se réveille. C'est très curieux que vous disiez ça, parce que un jour, je faisais un voyage aux États-Unis pour rendre visite à ma fille qui travaillait dans un hôpital de Pennsylvanie. Et je me suis retrouvé dans les Alleghenies, le long de la rivière qui longe Pittsburgh et vous savez, ce sont pas des rivières comme les nôtres. C'est pas la Monongahela, des fois. Ce sont des rivières tranquilles.
Ouais. C'est des rivières douces qui habitent l'histoire de la peinture américaine. On peut méditer dans ces rivières. Le taureau. Le taureau, exactement. Ouais. Et encore Jefferson. Nos rivières, celles que vous dites qu'on a harnachées, sont au contraire toutes des rivières très sauvages, fougueuses et ainsi de suite. Et on en a tiré une certaine fierté. Il serait peut-être temps qu'on regarde les rivières autrement. C'est-à-dire qu'on les voit comme des voies d'eau, qu'on les voit un peu comme peut-être les Américains regardent leurs rivières, c'est-à-dire comme des réservoirs de beauté. Mais c'est l'idéaliste là, qui parle. Hein. Je veux dire, c'est difficile. Je suis pas capable de dire ça. Parce que les Américains ont eu l'avantage de l'immensité de leur pays, puis ils ont réussi à le saccager beaucoup, à prendre tout ce qu'il y avait à prendre, à démolir. Mais ils ont, à un moment donné, eu la sagesse de conserver des zones. D'ailleurs, sur les parcs nationaux... Oui, bien sûr. Au Québec, on parle du plan Nord. On va mettre des aires protégées. Mais ce que vous disiez... Quelle culture parle? Qui protège quoi? Qui décide que? C'est une grande question. Oui, mais au Québec, là aussi, il n'y a peut-être pas suffisamment de pensée écologiste profonde. C'est-à-dire que nous avons d'extraordinaires théoriciens. Je pense bien sûr à Hubert Reeves, il y en a vraiment plusieurs. Pierre Dansereau. Donc, le problème est vu. La question, c'est plutôt l'éthique de la nature, c'est-à-dire l'appel à relever le défi pour la génération future de la protection. Et c'est la raison pour laquelle mon regard se tourne vers ces jeunes. Vers la jeunesse. Oui. Pour créer une nouvelle culture de la nature. C'est essentiel. Georges Leroux, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve tous les deux en face à face et on arrive à la dernière partie. Il faut rien oublier. Quand on parle de... Impossible. C'est ça, non. Mais quand on parle de respect, c'est quand même des choses importantes. C'est pas une discussion, je le disais en première demi-heure. La philosophie, c'est pas un truc en l'air. On a besoin de réfléchir. On a parlé de nos enfants. On a parlé de la nature, on a parlé de nos relations, on pourrait parler des corporations, de nos métiers, de nos produits, des travaux et des jours, finalement. Le respect, c'est quelque chose qu'on ne va pas définir, mais qui doit exister. Et qui existe. Nous ne sommes pas humains sans respect. On sait que, j'emprunte cette expression-là, un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, qui a fait un livre qui s'appelle La société du mépris. Oui, c'est ça. Et on sait qu'on évolue, il y a un risque d'évoluer vers une société si compartimentée, précisément parce qu'elle est réglée, légiférée et ainsi de suite, que les individus vont se retrouver dans les situations qui sont tout à fait contraires à ce qui était espéré. Leur solitude va être pour eux l'occasion du mépris et ils ne seront plus respectés. Ils vont être des objets dans un système. Et Honneth accorde beaucoup d'importance à la grande question sociologique aujourd'hui, comment recréer du lien, comment faire communauté, comment redonner du sens à la vie de quartier, il y a beaucoup de choses. Pour faire, il y a l'indifférence, ce qu'on appelle le mépris, il y a l'indifférence. J'ai l'impression que la grande victoire de l'humanité, je ne sais pas, on est en train de parler, on échange, que l'apparente victoire de l'humanité sur la technologie, les quantités disponibles, la consommation, la modification de l'environnement, conduit à une sorte d'indifférence. Et la première phrase de cette émission, c'est qu'il y a peu de différence entre un homme et un autre, mais c'est cette différence qui fait foi de tout. Et j'ai l'impression qu'on la fait plus, cette différence entre nous. Nous sommes tous des petites entreprises indifférentes les uns aux autres. On n'a pas de solidarité et d'empathie. Oui, c'est le défaut de solidarité avait déjà été repéré par Alexis de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, disant que le grand malheur de la démocratie américaine, ça allait être précisément la victoire de l'individualisme. Et effectivement, l'histoire des sociétés, disons, inspirées du modèle américain, lui donne raison. Les individus développent des projets de vie entièrement personnels et très peu sont ceux qui manifestent le contraire de l'individualisme, un altruisme, disons, ouvert et fondamental. Alors, si le respect caractérise
doit caractériser nos sociétés, ça ne peut être que dans un cadre où philosophiquement l'altruisme est valorisé. Parce que pour recréer de la solidarité, il faut pouvoir penser que autrui a besoin de nous. Bon, alors, et a une valeur. A une valeur en soi. C'est toute la question de la dignité humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle tant de politique de la reconnaissance des groupes, des minorités, des droits et ainsi de suite. Bon. Mais la blessure, Georges Leroux, c'est quand on dit l'indifférence, c'est l'invisibilité. C'est l'invisibilité. Je reconnais pas votre nom, je remarque pas votre présence, vous n'êtes pas là. Oui. Et je peux faire n'importe quoi, ça m'est indifférent. Oui. Je vous fous à la porte, je vous humilie, mais je vous ai pas humilié, je vous ai pas vu. Oui. C'est ça là, qui est à la clé. Oui, mais nous savons que dans le cadre dans lequel nous vivons, un cadre gigantesque, les villes développent on appelle même plus ça des villes, on appelle ça des conurbations. On parle de 22 millions pour Istanbul. Bon, j'ai vu une émission à Radio-Canada, justement. Y a-t-il de la viande hachée pour tout le monde? Il y a beaucoup de choses à Istanbul. Il y a du coke, en tout cas. Je connais Istanbul, j'ai pris de la viande hachée avec un coke. mais bon, tout ça pour dire quoi? C'est que on ne peut pas revenir à des réseaux de solidarité tels qu'on peut les imaginer dans des sociétés traditionnelles. Voilà. Et donc, il faut réinventer des formes de vie, réinventer des formes de solidarité. Et je dirais pas qu'aujourd'hui, l'indifférence est en voie de gagner tout. L'indifférence menace. Vous avez parfaitement raison, l'indifférence menace. Mais l'indifférence est en quelque sorte affrontée, elle est mise en respect par beaucoup d'initiatives solidaires dans nos sociétés. Il y a des mouvements de quartier, il y a la vie communautaire, il y a beaucoup de choses. Et on doit malheureusement reconnaître, alors c'est ça pour moi le point le plus important qui donne raison à Axel Honneth dans son livre La société du mépris, c'est que malheureusement, ces réflexes de solidarité, d'altruisme se manifestent quand il y a nécessité. C'est-à-dire que... Inondation. Dans les milieux plus pauvres, les gens crèvent de faim, il y a de la maladie, etc. Là, tout d'un coup, on se mobilise, tremblement de terre. Il y a un seuil qui est dépassé. Il faut pas laisser passer ça. Mais dans des sociétés où, je dirais, la majorité de la population vit dans une relative aisance, les revenus, la prestation des services et ainsi de suite, l'indifférence peut facilement s'installer. Et là, chacun souffre précisément de se faire appeler petit monsieur, petite madame, parce que précisément, petit monsieur, petite madame, c'est le résultat de cette aisance. C'est le résultat d'une fausse bienveillance qui s'autorise de l'aisance pour dire que vous pouvez dire ça à quelqu'un parce qu'il n'y aura pas de conséquences. C'est le langage codé d'une aisance, en quelque sorte, comptabilisée avec profits et pertes. Alors, non, ça c'est plus possible. Il faut évoluer vers autre chose. Il faut lentement réinvestir ça. Et bon, on a tout à apprendre de la vie communautaire. Je voudrais citer l'exemple d'un ami. Allez-y. Il faut toujours citer l'exemple d'un ami. Oui, que je vois peu malheureusement, mais qui vivait dans le cadre bourgeois où je me trouve moi-même. Je le dénonce pas, c'est un cadre où il y a beaucoup d'indifférence, mais c'est un cadre bourgeois. Et cet ami, pour des raisons que je préfère ne pas évoquer, des raisons personnelles difficiles pour lui, a quitté mon quartier et nous a appris qu'il allait s'installer dans un logement en dessous du pont Jacques-Cartier, où il allait s'intégrer dans une vie communautaire avec des personnes qui sont en difficulté, pour lesquelles les choses qu'il avait apprises, lui, en tant que philosophe, allaient pouvoir servir, le récit de vie, le respect de soi. C'est un sujet qu'on n'a pas assez abordé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le respect de soi-même. Et je sais de lui, parce qu'il écrit, que ce choix qu'il a fait, précisément de retravailler dans la dignité de la différence et de la considération des autres, au profit précisément du respect que chacune de ces personnes humiliées, congédiées injustement, dans des situations de précarité, et ainsi de suite, et la justification nouvelle de sa vie. Il m'arrive souvent de penser à lui, à partir de ma position bourgeoise, à partir de mon confort, à partir de tout ça, en me disant que son choix est un choix exemplaire. Il y a des saints laïcs comme ça, c'en est un. Oui, c'est ça. Mais c'est une belle fin parce qu'on arrive au bout de la route, on arrive au bout de ce chemin de travers.
un peu plus droit qu'on pensait. Ben, il y a Georges Leroux avec vous. On sait bien qu'il y a quand même une certaine ligne, mais on arrive tout à une fin. On a terminé. Georges Leroux. Je dois vous remercier. Puis en même temps, je pense qu'on a beaucoup avancé sans mettre le point final. J'en tire l'impression, les auditeurs vont peut-être en retirer cette impression, que nous sommes en pleine métamorphose culturelle et ça s'adresse à nous tous. Il y a un chantier. Nous sommes en chantier. Si cette impression est celle qui se dégage, je serais content. Parce que cette métamorphose, elle est réelle. Non seulement elle est là sous nos yeux, mais on est dedans, on est des acteurs. On est dans cette métamorphose de la culture, et c'est une culture morale, une culture écologique qui va, dans les années à venir, pour le Québec, présenter des exigences tout à fait nouvelles. Eh bien, au nom des auditeurs et des auditrices des chemins de travers, officiellement, je suis un porte-parole, j'adore ça, être porte-parole, je vous remercie, Georges. C'est moi qui vous remercie. Merci. Beaucoup. Bon, Georges Leroux nous a quittés. Il va rester quand même avec nous dans notre tête et avec toutes ces images et impressions. Nous avons parlé ce soir finalement et ensemble du respect de la vie et le respect de la vie qui par la médiation de la conscience humaine. La conscience humaine est un lourd fardeau. J'ai toujours rêvé d'être un loup parce qu'un loup, ça se pose pas de questions. Et c'est très beau d'ailleurs, c'est très reposant. Mais l'être humain a un fardeau, c'est-à-dire qu'il est sensible à la fois à la beauté et à la souffrance. Alors c'est très Albert Camus ce que je viens de dire. Nous avons droit au bonheur. Le bonheur humain existe, mais il est long le chemin qui mène parfois, souvent au bonheur. Il est long le chemin qui mène à la beauté. Et c'est bien notre dignité que d'être pris sur ce fil délicat, car la souffrance existe, l'échec existe, le revers existe, mais surtout, nous en avons presque parlé ce soir, c'était toujours là en filigrane, l'idée de l'irrespect, du mépris, de l'ignorance de l'autre, et de finir par ne pas voir la valeur de l'individu. Alors, j'ai bien aimé la fin de notre entretien, de notre long entretien, parce que avec Georges Leroux, parce que on a parlé de l'histoire de vie des êtres, chaque être humain. Tu sais, quand on regarde un vieux puis une vieille, là, on parlait de petite madame, c'est drôle à raconter, mais à chaque fois qu'on voit une vieille et un vieux, puis un vieux et une vieille, ça peut devenir très, très vieux puis très, très vieille. Et puis, il porte toutes les marques de la vieillesse, les rides, le cou tordu, les vieux hommes, surtout la mâchoire qui descend, puis tout ça. Puis on ne peut pas regarder ces gens et les regarder à travers leur souffrance seulement. Et puis, ce qu'on appelle la déchéance de la vieillesse. La vieillesse est un naufrage, il n'y a rien de drôle là-dedans. Et quand on vit trop longtemps, c'est vraiment pas drôle. Néanmoins, chaque être humain est un témoignage. Il y a ce proverbe africain qui dit « Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Un être humain, c'est un long chemin. On est des milliards. Chaque être humain est une longue histoire. L'histoire d'une vie, d'une conscience, d'une présence au monde. Et le respect, c'est le respect de la vie et le respect de l'humain. Alors, la grandeur du crime, quand on tue des humains, quand on en tue des millions, quand on en tue... La grandeur du crime, vous pouvez le mesurer, c'est le mépris, la méconnaissance et le fait que vous ne reconnaissez pas une valeur à l'autre. Ignorer l'autre, c'est toujours moins grave. Alors, on avait une très belle chanson. Georges Leroux a ouvert notre entretien avec Aretha Franklin sur Respect. Je me rappelle encore de la chanson. Quelle belle chanson. Mais c'est Respect. Respectez-moi. La mort d'un Noir, c'est rien dans l'histoire des États-Unis. C'est un esclave. C'est un Noir. C'est pas grave qu'il y ait un incendie, qu'il y a 24 Noirs qui viennent de mourir à Philadelphie dans un incendie. Mais 3 Blancs qui meurent, 1 Blanc qui meurt. Ça, c'est grave. Alors, vous voyez, le jeu du respect, de l'irrespect, de la mesure. On a parlé de ça, de la reconnaissance, de la mesure. Et ça, c'est très moderne. Oui, c'est très moderne. Encore aujourd'hui, dans les tragédies internationales, et quand ça arrive dans certaines régions du monde, c'est toujours moins grave. Mais si vous aviez 600 000 morts entre Lyon et Paris, on en parlerait pas mal. Ça serait tout un événement. Mais on dirait que, il y a des endroits où ça a moins de valeur. On n'en est pas sorti. Et une des conclusions,
c'est que si ça a moins de valeur, mais c'est parce qu'il y a encore du chemin à faire pour notre dignité humaine et l'unité de l'être humain sur Terre, puis la solidarité de l'être humain sur Terre. Il y a encore du chemin à faire. Eh bien, il est bien près de minuit dans l'est du Canada. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de conduire une voiture automobile ou un gros camion, puis soyez très attentifs. Une musique comme ça peut vous amener dans le fossé si vous vous endormez. Nous sommes rendus au bout du chemin de travers sur le respect. Sujet bien important, puis ça nous a fait faire un très, très beau voyage, finalement. Et puis, on va rester un peu dans cette idée du respect. La semaine prochaine, le chemin de travers va porter sur... On a fini sur le territoire, on avait parlé de la rivière romaine, des régions sauvages, des dernières régions sauvages, respecter les paysages et tout ça. Là, justement, la semaine prochaine, nous avons une réflexion, un cheminement sur les parcs nationaux. L'histoire des parcs nationaux. C'est bien ça? J'espère que je ne suis pas en train de dire c'est bien ça, l'histoire des parcs nationaux. C'est une très, très belle émission. C'est une idée, c'est un concept et c'est relié à l'histoire de l'Amérique et nous en avons parlé. Georges Leroux en a parlé ce soir de cette Amérique qui, à la fois, est romantique, il conserve sa nature et la nature sauvage et le Canada qui a emboîté le pas et les provinces qui ont emboîté le pas. Essayer de conserver un peu de cette nature pour la léguer à nos enfants puis respecter quoi? Qu'est-ce qu'on respecte au fond? On respecte... le temps, on respecte l'aspect sauvage des paysages, on respecte la beauté, on respecte la vie, je ne sais pas trop ce qu'on respecte, mais on appelle ça du mot plate, d'expression plate des aires protégées aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, aires protégées, mais on aurait pu appeler ça des beautés désespérées. Et de cette désespérante beauté qu'il nous faut conserver. Qu'il nous faut respecter. Ce sont des conservations. Là. De la conservation, c'est du respect. Lise Ménard est en régie. Christian Ferland, je le disais au tout début de l'émission, passez la soirée avec nous. Rachel Verdon, Serge Bouchard au microphone. Et bien sûr, je vous remercie. Vous pouvez nous écrire sur les chemins de travers. Les chemins de travers à radio-canada.ca. Et je vous rappelle tout le balado. Vous pouvez nous écouter en balado. Vous pouvez nous écouter la nuit, vous pouvez nous écouter le jour, vous pouvez nous écouter en jogging, à cheval, à gauche, mais en canot aussi. Surtout, soyez heureux et soyez respectueux de la beauté du monde. On va se quitter sur ce message moral. Et à minuit, moins 30 secondes, on a le droit de brasser nos feuilles. Jamais je croirais. À la semaine prochaine, soyez prudents, soyez heureux et même heure, même poste. Salut!